Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler du vote du budget primitif, j'aimerais que l'on revienne sur une affaire dont on parle beaucoup en ce moment, sans connaître les détails du dossier, parce qu'il faut le reconnaître, le secret de l'instruction est bien gardé. Je veux bien sûr parler de l'inculpation du maire Georges Marsan. Une information judiciaire a été ouverte avec plusieurs chefs d'inculpation, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts et association de malfaiteurs. Alors, je ne sais pas si vous pouvez parler de l'affaire, mais que savez-vous de cette affaire ? Ah bien, comme vous l'avez dit, il y a le secret de l'instruction. Donc, en tant que pouvoir exécutif, je n'ai pas d'informations sur cette affaire. Je ne connais pas les raisons des motifs d'inculpation. Il y a deux choses que je peux dire. D'ailleurs, l'une qui est rappelée dans le communiqué du procureur général, c'est que toute personne dans la situation où est M. Marsan bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me concerne et qui explique que j'ai écrit à la secrétaire d'État à la justice, c'est pour avoir connaissance des mesures qui sont prises à l'endroit de M. Marsan, non pas pour avoir connaissance des éléments de fond de l'enquête, ce que je n'ai pas à demander, ce que je n'ai pas à connaître, mais simplement pour apprécier si les mesures qui sont prises à son endroit posent un certain nombre de difficultés ou non dans l'administration de la commune et notamment dans le fonctionnement de la mairie. Donc ce sont des questions que j'ai posées pour savoir quelles étaient les mesures de contrôle judiciaire qui lui étaient applicables, simplement pour que l'État et la commune en tirent les conséquences pour ce qui concerne le fonctionnement de la mairie. Est-ce que vous avez pu parler à Georges Marsan depuis sa sortie ? Non. La question est directe, mais justement, selon vous, vous l'avez évoqué, est-ce que Georges Marsan doit poursuivre son mandat de maire ? Ah ça, je n'ai pas à avoir un avis là-dessus. Je précise simplement qu'il y a certaines conditions, et il faut vérifier si elles sont remplies, qui font qu'il peut être empêché d'exercer ses fonctions, mais pour autant, il reste maire de Monaco. On le rappelle, l'instruction est en cours, il y a donc, vous l'avez dit, une présomption d'innocence. On passe à un autre sujet, le budget primitif de l'État qui a été voté hier au soir. Votre réaction, tout simplement ? Écoutez, ma réaction est positive, naturellement, puisque le vote du budget primitif a été acquis avec une majorité assez large. Oui, 16 voix pour. 16 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions. Et 2 abstentions, pardon. Et nous avons pu mesurer pendant les semaines qui ont précédé ce vote, disons, un progrès dans les contacts que nous avions avec le Conseil national, puisque ces contacts se sont déroulés dans une ambiance constructive, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, naturellement. Mais il y a eu quand même mené de part et d'autre ce que l'on appelle la démarche du pas l'un vers l'autre. Et donc ça, c'était positif. Quelles sont les grandes lignes de ce budget primitif 2024 ? Alors c'est un budget qui est à la fois un budget de prudence quant à la prévision en termes de recettes, mais un budget aussi à la fois ambitieux et réaliste. Et réaliste parce que nous devons toujours avoir le souci de l'équilibre des finances publiques, de ne pas recourir à l'emprunt, mais faire en sorte que le budget soit porteur de l'ambition qu'a la principauté dans son développement, dans son attractivité, dans sa création de richesses et d'emplois. L'État est un acteur déterminant dans l'économie monégasque, et donc le budget de l'État est un acte important et qui doit conjuguer donc ces deux éléments qui peuvent paraître contradictoires mais qui ne le sont pas, le souci de l'équilibre, mais aussi la nécessité d'être ambitieux. Alors c'est pour ça que nous portons un certain nombre de projets qui sont importants en termes de mobilité. On reviendra là-dessus au mois de janvier, en ce qui concerne le centre de traitement des déchets, en ce qui concerne aussi le centre commercial de Fontvieille. Je prends cet exemple pour le centre commercial de Fontvieille parce que justement l'illustration de ce que nous devons mener, à la fois avoir des objectifs, de l'ambition pour faire un centre commercial de meilleure qualité, redimensionné,
mais avec un cinéma, avec plusieurs salles, mais en même temps être réaliste sur le coût de l'opération et donc avoir ce souci d'un bon équilibre et donc de redimensionner le projet si cela est nécessaire. Alors, lors du budget rectificatif, faut le reconnaître, il y a eu de fortes tensions entre le Conseil national et le gouvernement. J'ai l'impression que ces tensions se sont apaisées. Est-ce que vous me le confirmez? Oui, si oui, comment vous expliquez cet apaisement? J'explique cet apaisement par les contacts que l'on a pu avoir dans le cadre de ce que l'on appelle les CPE, mais également des réunions plus informelles que j'ai pu avoir, par exemple, avec la présidente. Donc tout cela a permis de faire ce pas vers l'autre, qui a conduit donc à un résultat positif. À l'approche des fêtes, un mot peut-être sur la sécurité. Le gouvernement, les forces de l'ordre se doivent de rester vigilants comme ça? Les forces de l'ordre se doivent de rester très très vigilantes. Nous sommes dans une période assez anxiogène, tout au moins pour les sociétés d'Europe et d'Amérique du Nord. On a vu cet horrible drame qui s'est produit à Prague hier soir. On sait que malheureusement assez souvent, on a des drames de même nature aux États-Unis. En France, comme dans d'autres pays européens, il y a eu des attaques terroristes qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Donc on est dans une société qui est anxieuse. Et Monaco n'est pas, épargné par cet état d'esprit. Ce que je peux dire aux Monégasques, c'est que nous avons un niveau de sécurité ici qui est inégalé, je pense, dans toute l'Europe, avec une police qui est nombreuse, qui dispose de moyens importants, qui est bien organisée et réactive. Et donc, je dis aux Monégasques, bien sûr, il y a la sécurité totale, le risque zéro n'existe pas, mais que toutes les mesures sont prises pour faire en sorte, et notamment pendant cette période de fête, pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Un mot sur la jeunesse et leur cadre de vie. Depuis 2 ans, il n'y a plus de patinoire. Récemment, il n'y a plus de karting non plus. Qu'est-ce qui est fait en principauté ou qu'est-ce qui va être fait en principauté pour leur épanouissement? Bien, je crois que nous avons pris conscience au cours de la discussion budgétaire que sur ce plan, il fallait faire plus et mieux. Et donc, il y a effectivement eu la question de la patinoire. La question de la patinoire doit être vue au regard des contraintes que nous avons sur le plan énergétique, parce que c'est très consommateur d'électricité, au plan environnemental également. Et puis, Monaco, avec 2,2 km², ne peut malheureusement pas garantir toute l'offre d'équipements sportifs ou d'infrastructures pour tous dans tous les domaines. Mais cela dit, je crois qu'il y a une réflexion à avoir à ce sujet. Pour le reste, nous avons aussi rappelé au Conseil national que le projet de bowling qui se ferait à Cap d'Aille se poursuivait et que nous espérons bien sûr qu'il se développe pendant cette année. On parlait là du cadre de vie de la jeunesse, on va parler du cadre de vie en général, si vous le voulez bien, avec les chantiers, les nuisances sonores, la circulation. Comment devrait être, selon vous, 2024 ? Alors 2024 va être une année où à la fois on va continuer à construire, à faire des travaux importants, notamment à Fontvieille, avec l'îlot Charles III, le nouveau collège, mais dans d'autres endroits de la principauté, il y a la poursuite de construction d'un certain nombre de logements, que ce soit des logements privés ou des logements domaniaux. C'est très important pour l'économie monégasque. Il faut que tout le monde en soit bien conscient que la prospérité de Monaco est liée en grande partie à la construction et à la réussite de ces projets, notamment dans le domaine de la construction. Pour autant, nous sommes parfaitement conscients des contraintes, des nuisances. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver entre les nuisances qui doivent être contenues le mieux possible grâce à des techniques plus modernes. Par exemple, on me dit que beaucoup d'entreprises utilisent de plus en plus des outils,
des dispositifs qui sont beaucoup moins bruyants, beaucoup moins perturbants. Je crois qu'il faut continuer sur cette voie pour assurer à la fois la continuité du développement économique de Monaco, qui est indispensable, mais aussi veiller à ce que nous puissions répondre aux besoins de logement, aux besoins d'infrastructures et aux besoins des activités économiques. Un terme dont on a beaucoup parlé en 2023, ça a été Moneval. Des lois ont été votées, des associations ont été mises à contribution. Où en est-on de Moneval ? Ah bien, pour Moneval, d'abord, on a voté 3 lois. Et je remercie d'ailleurs le Conseil national de les avoir approuvées et d'avoir fait un travail très important en liaison avec les services de l'État qui, eux aussi, ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Nous aurons un 4e projet de loi qui va être examiné en janvier, sans doute lors d'une session extraordinaire. Mais ces lois, c'est très important, ça montre que nous avançons de façon très nette dans la conformité de nos textes. Mais parallèlement à ça, nous travaillons dans la mise en œuvre de ces textes. C'est-à-dire que aujourd'hui, je prends 2 exemples. La direction du développement économique fait un travail très important vis-à-vis de l'ensemble des sociétés qui travaillent en principauté, notamment pour vérifier un certain nombre de points. Par exemple, l'existence de comptes bancaires en principauté, ce qui est une condition forte pour Moneval. Donc il y a un travail considérable qui a été mené par les services du ministère des Finances à ce sujet. Et puis, autre domaine aussi, nous sommes amenés à prendre des sanctions administratives. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, mais c'est nécessaire pour faire en sorte que la réglementation s'applique au mieux. Et il y a des décisions qui ont été prises plus nombreuses que les années précédentes. Et ça compte, c'est important pour défendre notre dossier à Moneval au printemps prochain. Ce sont les fêtes de Noël. Dans quelques jours, on va changer d'année. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter aux téléspectateurs qui nous regardent ? Alors d'abord, leur dire que je leur souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël, mais aussi je souhaite que pour tous ceux qui habitent ou qui travaillent en principauté, l'année 2024 soit une année qui comble leurs souhaits. Je dis aussi que, voyant ce qui se passe dans beaucoup d'endroits de la planète, nous avons quand même de la chance d'habiter, de vivre ou de travailler à Monaco. Il y a bien sûr des enjeux à relever, un certain nombre de difficultés que nous devons traiter, mais quand même la situation à Monaco globalement est bien plus favorable que dans beaucoup d'autres pays, et tant mieux. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous.